programme vous est offert par Illico Cash. Déguerpissement irrégulier d'un diplomate français, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe est suspendu. À suivre dans ce journal la réaction d'un expert juriste. 3 morts et plusieurs autres grièvement blessés lors de l'explosion d'une grenade à Kikuvo, à Lubero dans la province du Nord Kivu, occupée en partie par des rebelles du M23. On en parle avec un élu de ce coin. Et à Kinshasa, le ministre Doudou Fwamba annonce la réhabilitation de plusieurs avenues avec l'appui du gouvernement central. En sport, le porte de jeux paralympiques s'ouvre ce mercredi à Paris au cours d'une grande cérémonie prévue à 20h. 4400 athlètes paralympiques vont y participer. La République démocratique du Congo également sera représentée. Madame, Messieurs, c'est l'heure du journal sur Télé 50. Merci de nous suivre. Projet de conversion du gaz du lac Kivu en électricité, du projet d'installation de micro-barrages hydroélectriques dans 33 sites répertoriés à travers la République démocratique du Congo. Ce sujet était au menu des échanges entre la Première ministre et Paul Inks, directeur général de la société My Hydro. Au cours de ces échanges entre la Première ministre Judith Suminwa et M. Paul Inks, directeur général de la société My Hydro, et face à la menace toxique du dioxyde de carbone présent dans les profondeurs du lac Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement veut lancer un vaste chantier d'exploitation du gaz pour la production d'électricité. C'est un projet intégré que nous faisons, extraire le gaz, le convertir en électricité et de distribuer à la population de cette partie du pays. Nous sommes venus ici pour régler certaines questions de nature administrative avec la chef du gouvernement. L'extraction régulière du gaz du lac Kivu va permettre à la RDC de diminuer les risques qui pèsent sur ces cours d'eau. En effet, les fonds du lac Kivu contiennent d'importantes quantités de gaz toxiques qui, en cas de tremblement de terre ou d'éruption volcanique, risquent de s'en échapper. Un danger justement redouté lors de l'éruption du Nyiragongo en mai 2022. Paul Inks estime que l'exploitation de ces gaz va favoriser les investissements dans l'est de la RDC. Les avantages que la population va tirer de ces projets sont énormes. Vous savez que la desserte en électricité dans cette partie du pays est très basse. Si nous parvenons à l'augmenter à travers ce projet, cela bénéficiera aux populations du Sud Kivu, du Nord Kivu, et éventuellement plus tard de l'Ituri en passant par Beni et Butembo. En outre, le gouvernement envisage lutter contre la facture énergétique grâce à ses ressources hydrologiques. Un autre projet d'installation des 33 micro-barrages hydroélectriques est développé avec la société My Hydro. Le premier dossier qui va être traité se fera sur la rivière Lubi à Kabeya-Kamwanga et nous avons expliqué au chef du gouvernement l'étape à laquelle nous nous trouvions et ce que nous attendions de leur part pour nous permettre de progresser assez rapidement. Le directeur général de la société My Hydro a par ailleurs salué la nouvelle législation du secteur énergétique mise en place en RDC permettant d'investir dans la production d'électricité partant de la génération vers la distribution. En effet, le programme d'action du gouvernement 2024-2028 prévoit en son 6e pilier une gestion durable et responsable de l'écosystème face au changement climatique. Et l'une des actions préconisées à ce sujet est d'utiliser les technologies d'intelligence pour optimiser la gestion de l'eau et de l'électricité. Dans l'actualité également, à la suite de l'incident survenu le week-end dernier à Kinshasa, dans une résidence diplomatique française, le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a annoncé plusieurs mesures afin d'établir les responsabilités. Parmi les décisions figure la suspension immédiate du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe ayant selon le communiqué de ce ministère, émis la réquisition d'informations qui a donné lieu à
à ce déguerpissement, la suspension des autres responsables étant intervenue dans cette irrégularité et l'interpellation de juges qui ont rendu le jugement. Et justement, cette suspension fait jaser. Si certains félicitent Constant Moutamba, d'autres par contre estiment que le ministre de la Justice n'a pas qualité. Et nous sommes en ligne avec Willy Wenga, expert juriste, pour en parler. Bonjour maître Willy Wenga, vous avez une précision à apporter afin d'éclairer l'opinion par rapport à cette décision du ministre de la Justice. Lorsque un magistrat vient à commettre une faute, celle-ci peut être disciplinaire, tout comme ça peut être une faute pénale. Il faut recourir aux dispositions pertinentes des articles 50, 51, 52 et voire même de manière très pertinente l'article 54 des statuts, de la loi portant statut de magistrat. Et lorsque vous lisez les dispositions de l'article 50, c'est que le chef de juridiction et le chef d'office de parquet constatent toute faute disciplinaire commise par les magistrats placés sous leurs autorités. Ils constatent en outre toute faute disciplinaire commise par les chefs de juridiction et par les chefs d'office des parquets inférieurs selon les cas. Comme pour dire que le magistrat du ministère public soit-il, du siège soit-il, sa faute disciplinaire, sa faute est constatée par son chef hiérarchique et non par le ministre. Le ministre peut être au courant d'un manquement des magistrats, il doit se référer au Conseil supérieur de la magistrature qui, en son tour, met en marche la procédure disciplinaire à travers l'autorité hiérarchique des magistrats. Pour le dossier de la Gombe, le procureur général de la Cour de cassation, c'est lui qui a interdit le procureur général de la Gombe par décision numéro 006 qu'il a prise hier le 27. Et cette décision a été suivie immédiatement par un procès verbal d'ouverture d'une action disciplinaire. Donc, pour apporter la précision légale, ce n'est pas le ministre d'État, ministre de la Justice, qui a suspendu les procureurs généraux pour la Cour d'appel de la Gombe ou qui a frappé, comme j'entends voir et lire à travers le média, mais conformément à la procédure disciplinaire des magistrats, le procureur général pour la Cour de cassation a constaté une faute dans le chef de son magistrat du ministère public. Il a pris, conformément à la loi et conformément à ses prérogatives légales, la décision numéro 006 portant interdiction des magistrats du ministère public. Merci d'avoir répondu à notre question, Willy Wenga, expert en justice. On va parler des réformes de la police nationale congolaise. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a ouvert les travaux de l'atelier d'actualisation de la loi de programmation 2025-2029. Jacquemain Chabani a rappelé qu'il existe depuis 2005 un cadre stratégique à long terme comprenant 19 objectifs stratégiques qui reprend tous les problèmes identifiés lors du diagnostic réalisé à la même année. Le très faible financement des réformes de la police par les gouvernements reste les principaux obstacles à l'avancement de la réforme de la PNC. Cette observation était issue des résultats de la mise en œuvre du plan d'action quinquennal 2020 à 2024 PAC 2. Le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a souligné que ce faible financement du plan de réforme de la PNC explique la mise en place à la suite des élections de 2023 dans son programme et ses priorités une loi des programmations portant mise en œuvre de la réforme de la police. D'où l'intérêt pour le CSRP d'organiser le présent atelier afin d'actualiser le projet de cette loi de programmation élaboré et transmis depuis 2022 à la commission des lois du gouvernement sans avoir évolué depuis lors. Il est de noter qu'en prélude de cet atelier, un groupe restreint composé d'experts du CSRP et de la police nationale congolaise a été mis en place par le CSRP avec l'appui du PARP 3 DCAF, notamment pour l'actualisation des projets de textes législatifs et réglementaires jugés prioritaires dans cette loi de programmation.
Jacques Chabani a exhorté les parties prenantes à cet atelier à travailler en synergie pour que les pays obtiennent, à l'issue de ces assises, un projet de loi, des programmations consensuelles finalisées grâce à l'intégration d'amendements pertinents. Comme annoncé au sommaire, réhabilitation de plusieurs avenues de la ville de Kinshasa avec l'appui du gouvernement central. C'est le ministre des Finances Doudou Fwamba qui a fait cette annonce à l'issue de la séance de travail avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. L'assainissement et la réhabilitation de la voirie de Kinshasa, ces deux principaux sujets, étaient au centre des discussions au cours de cette séance de travail consécutive aux orientations du chef de l'État Félix Tshisekedi et aux instructions de la première ministre Judith Suminwa pour l'embellissement de la capitale. Au terme de cette séance de travail, le ministre des Finances a annoncé la réhabilitation de plusieurs avenues de Kinshasa avec l'appui du gouvernement central. Cette séance de travail est consécutive aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du rayonnement de la ville-province de Kinshasa un enjeu majeur de ce quinquennat. Ainsi qu'il a instruit le gouvernement à envisager des possibilités d'apporter des subventions, des transferts à la ville pour qu'elle fasse ce qui est nécessaire pour rendre cette ville plus propre qu'elle se présente aujourd'hui. À l'approche du retour de la saison de pluie, le gouvernement central, via le ministère des Finances, va également apporter son appui au gouvernorat de Kinshasa pour le curage de caniveaux et des rivières, l'objectif étant de prévenir les dégâts causés par la pluie. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, se dit satisfait de l'option levée par le ministre des Finances au bénéfice des habitants de la capitale. Ville na biso eza na ba problème ebele oyebi tokobandela yango arrêté. Ministre des Finances a s'engagé au nom du gouvernement et au nom du président de la République pour accompagner biso na tina ministère de l'assainissement, c'est-à-dire pour combat pour rendre ville propre. Le gouvernement central a un regard particulier sur la ville de Kinshasa qui est le miroir de la RDC et le siège des institutions. Autre chose à présent, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, a présidé avec son homologue de l'enseignement supérieur et universitaire la première réunion du comité de pilotage de projets PERS et PAF, des projets mis en œuvre par le ministère de l'Éducation avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Ces assises devront déboucher sur des avancées significatives pour l'éducation en RDC. Dans son mot d'ouverture, la ministre d'État à l'Éducation nationale a salué la mobilisation des différentes parties prenantes et a émis les souhaits de voir ces assises déboucher sur des avancées significatives pour l'éducation en RDC. Je suis convaincu que nos échanges constructifs nous permettront de fixer des orientations claires et une feuille de route pour accélérer la mise en œuvre de ces projets. Les coordonnateurs de ces différents projets ont à tour de rôle présenté aux deux autorités gouvernementales les avancées réalisées à ce jour par leurs différentes structures. Il s'agit du projet pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, du projet d'équité et des renforcements du système éducatif et enfin du tout nouveau projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles. La plus grosse partie des ressources du projet PERS est constituée plutôt de fonds d'appui budgétaire qui sont reversés dans les comptes généraux du Trésor. Il a été recommandé qu'une partie, au moins une partie de ces fonds soit réinvestie dans l'éducation. Nous sommes satisfaits en quittant quand même de cette réunion parce que nous avons présenté le projet PAF, composante par composante et sous-composante, et également et surtout notre PTBA 2024 a été validé.
Ces derniers projets, d'une enveloppe globale de 400 millions de dollars américains et dont la mise en œuvre des activités ira jusqu'en 2028, verra la construction de plus de 2600 salles de classe, les recrutements de 5000 nouvelles enseignantes et la mise en œuvre d'un ambitieux programme des bourses d'études destinées aux élèves filles du secondaire dans les écoles publiques dont la phase pilote sera lancée dans la province du Kasaï. À l'issue de ces échanges, le comité de pilotage a entre autres validé les plans de travail et les budgets annuels du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles pour l'exercice 2024 chiffré à 36 millions de dollars américains. Au moins 5 civils sont morts et plusieurs autres grièvement blessés hier mardi après l'explosion d'une grenade à Kikuvo dans le territoire de Lubero, Nord Kivu, sous occupation des rebelles du M23. Selon les sources locales, cet incident s'est produit lorsque des habitants manipulaient cette grenade avec imprudence après sa découverte à l'entrée de leur village. Les blessés ont été transférés au centre de santé catholique de Kikuvo pour des soins appropriés. Nous sommes en ligne avec les députés nationaux Sosten Maombi. Bonjour, quelle est la situation sur le terrain? D'abord je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes condoléances les plus attristées aux familles qui sont éprouvées par cette situation. C'est vrai, les informations que nous avons reçues hier, le 27 août, il y a eu explosion d'une bombe à côté du centre de santé Chikuvo. Et cette explosion a fait en tout cas 6 victimes, dont 4 personnes qui sont mortes directement. Il y a 2 jeunes et 2 enfants, mais aussi il y a 2 personnes blessées qui sont hospitalisées. Il y a une femme et un enfant qui sont en train d'être suivis par une structure médicale de la place. En tout cas, la vie devient de plus en plus difficile parce que la population a peur de pouvoir accéder aux champs, de peur de connaître, n'est-ce pas, des situations comme celle qui vient de se produire à Chose à Chikuvo. Et donc, tout ce que je peux demander, c'est au gouvernement et à la communauté internationale de pouvoir s'impliquer pour passer à l'opération d'identification de ces explosifs-là. Mais je demande en tout cas à la communauté internationale, il y a des organismes qui sont spécialisés à cette activité de déminage, de pouvoir agir avant que les pires ne se produisent. Merci Sostem Maombi, élu de Lubero, pour votre disponibilité. On va parler du processus électoral. La synergie des missions d'observation citoyenne des élections a rendu public son rapport final sur ce processus. Elle relève des réformes mitigées et fustige un contexte de méfiance entre la classe politique, les confessions religieuses et la société civile. Après 3 cycles électoraux en République démocratique du Congo, il a fallu une gouvernance électorale crédible avec des réformes courageuses. Malheureusement, la CIMOCEL note que ce n'est pas le cas. Malgré cette timidité des réformes, le respect du cadre légal existant demeurait un élément solide de crédibilité, de transparence et de la confiance des parties prenantes dans la gestion des opérations électorales. Mais nombreuses violations par différents organes, institutions et acteurs ont été observées. Son coordonnateur, Luc Loutala, plusieurs défaillances ont été observées notamment sur la mise en place de la loi organique, la mise en place de l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante et même l'adoption de la loi électorale qui s'est déroulée dans un contexte de division entre les parties prenantes. La CIMOCEL, disais-je, a documenté de manière factuelle près de 70 faits saillants, dont la plupart sont des faits déficitaires du respect du cadre légal et des principes directeurs des élections démocratiques. Sur les 57 réformes requises pour un processus électoral crédible,
Seuls 6 ont été réalisés. Le processus électoral que nous venons de connaître n'a pas consolidé la démocratie, a laissé beaucoup de défis et tout le monde a violé la loi à sa façon, à tous les niveaux, y compris les cours et tribunaux. C'est un peu un goût amer qui nous reste dans la bouche et que nous devons maintenant travailler. Nous en appelons à toutes les consciences, à la fois des institutions, des citoyens, des parties prenantes et de la population et surtout de vous les médias. Si déjà nous réussissons les réformes et que nous avons une équipe de la CENI qui est mise en place et qui est acceptée par tout le monde, ce sera déjà gagné pour les futures élections. Ce rapport final, réalisé avant, pendant et après les élections, a été déposé à la centrale électorale en vue d'améliorer les prochaines élections. Après sa formation au collège de hautes études et stratégies de défense, le commissaire provincial de la police en Ituri, le général Seguin Semgiloa, a regagné la province sous son commandement. À son retour, le général a tenu une parade dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et la criminalité sous toutes ses formes. En son triomphal de fanfare de ses troupes, les commissaires divisionnaires Ngoï Singulakio signent son retour avec force après avoir passé 10 mois de formation à Kinshasa au collège des hautes études de défense et de stratégie. Lors de cette parade de reprise, le commissaire provincial de la police en Ituri a restitué quelques matières aux hommes en uniforme avant de les encourager à travailler davantage à l'esprit et à la lettre aux missions dévolues à la police. C'était une occasion de les exhorter à toujours mieux faire. Avec ma reprise, donc déjà j'ai demandé leur accompagnement comme d'habitude, comme ils l'ont fait avec l'intérieur, les cadres et tout l'effectif de la police au niveau de la province de l'Ituri. Juste après, le numéro 1 de la police en Ituri a visité les nouveaux bâtiments du centre de coordination de la police, fruit du partenariat entre cette dernière et ce partenaire. Nous avons justement eu à bénéficier de plusieurs appuis des partenaires, notamment dans la construction du centre de coordination des opérations. Et sinon, nous sommes déjà satisfaits qu'il y a un centre d'appel, par exemple, la population peut entrer en contact. Après un parcours brillant au Tchèze, le commissaire divisionnaire Ngoï Singulakio revient avec une vision renouvelée et des compétences renforcées en vue de rehausser les niveaux de la police pour consolider les acquis de l'état de siège, où celle-ci vient en appui aux forces armées dans l'imposition de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. À l'international, les portes de Jeux paralympiques s'ouvrent à Paris en France ce mercredi au cours d'une grande cérémonie prévue à 20h. 4400 athlètes paralympiques venus de 168 délégations vont défiler pendant 1h30 et la République démocratique du Congo sera représentée par 2 athlètes dans ces Jeux paralympiques. Il s'agit de Paulin Mayombo Mukendi et Nancy Sengasala, para-athlètes congolais, alignés au lancer des poids dans la catégorie F57, destinée aux athlètes avec une limitation de mouvement d'une jambe. Après avoir été reçus par le ministre des Sports et Loisirs, les ambassadeurs congolais se sont envolés pour Paris où le jeu paralympique démarre ce soir. Au total, 4400 athlètes des 168 délégations présentes vont défiler pendant 1h30 depuis l'Arc de Triomphe sur la mythique avenue des Champs-Élysées où 65 000 spectateurs sont attendus. Toute la cérémonie sera retransmise en direct à partir de 20h sur France 2 et Eurosport. Pour le moment, aucun nom d'artiste n'a fuité et concernant la sécurité, 15 000 membres des forces de l'ordre seront engagés lors de la soirée selon les chiffres du ministère de l'Intérieur français. Place au rappel des titres à présent. Déguerpissement irrégulier d'un diplomate français. Le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe est suspendu. Vous avez suivi dans ce journal la réaction d'un expert juriste. 3 morts et plusieurs autres grièvement blessés lors de l'explosion d'une grenade à Kikuvo, à Lubero, dans la province du Nord Kivu, occupée en partie par le rebelle du M23. On était en ligne avec un élu de ce coin qui nous a apporté de l'éclairage.
Et à Kinshasa, le ministre Doudou Famba annonce la réhabilitation de plusieurs avenues avec l'appui du gouvernement central. En international, les portes de Jeux paralympiques s'ouvrent ce mercredi à Paris en France au cours d'une grande cérémonie prévue à 20h. 4400 athlètes paralympiques vont y participer. La République démocratique du Congo également sera représentée. On va prendre la revue de presse avant de nous quitter. Nathan Diamo, tu es nous rejoindre de l'autre côté du plateau. Bienvenue à vous. Merci Bédouine Kenge. On ouvre cette revue avec ce sujet, expulsion irrégulière d'un diplomate français. Constant Moutamba suspend le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Eh bien, Bédouine, c'est une information abordée par plusieurs journaux et médias en ligne parus aujourd'hui. Actualité.cd entre en lice et écrit sur sa une RDC, suspension immédiate du procureur général après l'expulsion irrégulière d'un diplomate français. Bédrine, ces médias rapportent justement que dans un communiqué, Constant Moutamba a ordonné la suspension immédiate du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui a émis la réquisition d'informations ayant conduit à l'expulsion du diplomate français. Il a également annoncé la suspension des autres responsables impliqués dans cette irrégularité ainsi que l'arrestation de tous les agents ayant participé à cette procédure. De plus, les juges qui ont rendu le jugement ayant mené à l'incident seront également interpellés plutôt. D'un média à un autre, Bédrine, Africa News, dès son côté, développe dans son tabloïd, suite à la croque, l'ambassadeur de France à Kinshasa, Bruno Aubert, a rencontré la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Wagner. À l'issue de cette rencontre, il a déclaré que des mesures avaient été discutées pour éviter que des tels événements ne se reproduisent, soulignant qu'aucune base légale n'est justifiée et cette action. Bédrine, ce journal poursuit sa plume en précisant également que le ministère congolais des Affaires étrangères a fait part de son profond regret et condamné fermement l'acte des violences. Un communiqué de presse a annoncé qu'une enquête rigoureuse est en cours pour identifier et poursuivre les responsables. Les autorités congolaises ont également déployé les protocoles d'État pour apporter leur soutien à la mission diplomatique française. On va terminer votre revue de presse essentiellement axée sur la justice avec le procès coup d'État manqué. Le ministère public requis une peine de mort. Eh bien, exactement, Bédrine, Radio Okapi qui rapporte que le ministère public demande au tribunal de les condamner pour cette infraction, notamment attentat, terrorisme, détention illégale et munitions de guerre, meurtre, association des malfaiteurs, financement du terrorisme. Et renchérit également son tabloïd en rapportant les réactions des avocats de la défense qui ont sollicité du tribunal militaire une remise en vue de préparer suffisamment leurs moyens pour rencontrer les allégations du ministère public. Jeune Afrique, de son côté, Bédrine présente les 6 étrangers qui figurent dans ces dossiers de coup d'État manqué. Il s'agit de 3 Américains nés aux États-Unis d'Amérique, Marcel Malanga, 22 ans, Taylor Thompson, 22 ans, et Benjamin Zalman Poulot, 36 ans, ainsi qu'un Belge, un Britannique et un Canadien, tous 3 des Congolais naturalisés. Les médias français RFI pointent également cette information à sa une. Pour sa part, Bédrine, tous les prévenus affirment, ou presque, avoir agi sur la contrainte de Marcel et plutôt de Christian Malanga, considéré comme les chefs de la bande. L'État congolais, qui s'est constitué partie civile dans cette affaire, pointe des influences étrangères derrière ces événements. Et merci Nathan pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Bédrine. Merci de votre fidélité à Télé 50. Ce journal est complètement terminé. Pour plus d'infos, rejoignez-nous sur Banamboka Congo via YouTube. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.